Épisode 12 avec la Deceuninck Quick-Step. On va terminer l'année 2019. On va commencer par avancer très très rapidement sur la Vuelta que nous n'avons pas dans nos plans pour cette année. C'est quelque chose que j'ai décidé là dans le courant du mois d'août. Je me suis dit que c'était pas la peine de surcharger en nombre de courses les uns et d'ensuite aller jouer une Vuelta pour pas grand chose. Ça va nous permettre de gagner du temps et puis on va terminer par championnat du monde, Tour de Lombardie avec quelques petites choses autour. Alors, vous savez que justement pour le championnat du monde, on a la France. Alors voici avec des coches bleues ma sélection finale. Voilà, sachant que ce sera sur le parcours de 2019, Leeds Harrogate, et que j'ai quand même en tête un certain Français qui s'appellerait éventuellement Julien pour faire office de leader. Bon. On commence tout de suite avec une course qui a ceci d'intéressant que c'est donc le Grand Prix de Québec. On est sur une des dernières classiques World Tour de l'année. C'est très intéressant parce que on a là la chance de pouvoir bénéficier d'un parcours qui n'était pas celui sur lequel on pouvait jouer d'habitude sur Pro Cycling Manager 2018. Il est issu de la World DB 19. Il a été magnifiquement fait. Et je trouve qu'il est super intéressant à jouer. Il est notamment beaucoup moins monotone que celui qu'on avait pu avoir jusque-là. Il est vraiment bien fichu. On a une équipe qui est constituée de gens qui préparent un peu leur fin de saison. On pense à Mass Youngles, de certains qui terminent un petit peu leur campagne du mois d'août-septembre. On pense à Gilbert, à Stibar, voilà un petit peu, à Lampart aussi qui se prépare, lui par contre pour la fin d'année, puisque je crois lui avoir mis un pic du côté de Paris-Tours. En fait, pour les Flandriens, il faut être très honnête. Pour les Flandriens, vous avez évidemment cette période à côté de laquelle on ne peut pas passer, au mois de mars-avril, à cheval, mais il faut bien reconnaître que, ok, on peut leur demander d'aller sur le Tour de France, c'est ce qu'on a fait avec Lampart, pour essayer de renforcer l'équipe, je dirais, dans tout ce qu'ils peuvent apporter de par la polyvalence qu'ils ont en général et surtout leur force de rouleur, leur forte résistance, leur forte endurance. Donc ils ont un vrai rôle à jouer quand on a des ambitions et même quand on n'en a pas et qu'on veut simplement aller chercher des victoires d'étape. Donc les Flandriens, c'est facile de leur définir leurs deux premiers pics de forme entre guillemets. On peut aussi le moduler, le mettre au championnat national, on peut le décaler, le mettre au Benelux, mais si on fait ça, alors il faut avancer le deuxième pic. Voilà. Donc c'est pour ça que moi en général je retarde et je mets aux alentours du championnat du monde, sauf exception, ça dépend un peu aussi du coureur. On a un final dans lequel, écoutez, il semblerait que Philippe Gilbert soit un petit peu le plus fort parmi les coureurs que l'on a emmenés, et comme il a l'air d'être le plus fort sur ce parcours-là, on va voir si c'est éventuellement jouable d'aller lui chercher la victoire. Et c'est Bob Jungels qui s'est occupé du travail final. Ça a été un joli travail d'équipe. Et donc, victoire de Philippe Gilbert. Il y a Kwiatkowski qui vient prendre une jolie deuxième place. Le plateau n'était pas, comment dirais-je, exceptionnel, mais il y avait quand même, il suffit de voir les noms des gens qui font top 10, on peut voir quand même des noms qu'on connaît très bien, et s'apercevoir par là même que c'était une course qui valait la peine. Alors maintenant, on va parler de la Vuelta. Alors, sur la Vuelta, vous voyez, j'ai emmené une équipe qui est orientée autour de Elia Viviani, très clairement. Le leader pour le général, c'est Peter Seri, très clairement. Et moi, j'ai décidé de ne pas jouer, mais plutôt de simuler les étapes, parce que j'estimais donc que pour simplement jouer et aller chercher des victoires d'étape avec Viviani, je pense que l'IA peut le faire à ma place. Et puis Viviani, il a énormément gagné déjà en cette année 2019. Il a déjà, pour ainsi dire, accompli tout ce qu'on pouvait souhaiter de sa part. Et donc,
je vois pas vraiment d'intérêt, mis à part toujours l'idée d'essayer de faire les choses de manière complète, mais là je fais une exception. Je simule cette Vuelta. Je la simule tout en me disant que, eh bien, si jamais il y a à un moment donné quelque chose que j'ai envie de jouer, eh bien, je jouerai l'étape ou les étapes concernées. Alors, ça commence avec un prologue qui est un contre-la-montre par équipe sur lequel on n'a forcément pas réellement la possibilité de performer parce que on n'y est pas allé avec nos meilleurs rouleurs, hein, très très clairement. Voilà, donc on fait déjà un temps qui nous met à 1 minute des tout meilleurs. C'est pas bien important en vérité. On a qui est-ce qui est présent sur cette Vuelta, notamment, ben, on vient de le voir, Nairo Quintana. Nairo Quintana emmené par une équipe de la Movistar plutôt intéressante, qui ont d'ailleurs pris tout de suite les devants, hein, au classement général devant la Astana après la première étape, ce contre-la-montre prologue par équipe. Et puis on voit aussi que sans attendre, une échappée va bouleverser un petit peu le classement général dès la troisième étape. C'est Thomas de Gent en bon baroudeur inénarrable qui va comme ça prendre le maillot, mais ça restera assez temporaire puisque Nairo Quintana va reprendre le maillot à l'étape 4, et puis ensuite vous avez euh, une pléiade d'étapes qui vont terminer au sprint. C'est déjà la deuxième victoire pour Viviani sans qu'il y ait de modification au classement général. Je rappelle que ce parcours-là de Vuelta, il m'avait été imposé en quelque sorte par le jeu au moment où j'ai créé la partie. Et c'est exactement, vous savez, ce parcours, ce profil, pardon, qui termine à l'étape 20 à Bola del Mundo. On avait pu le jouer en détail avec Vincenzo Nibali et Leon Ragazzi dans un des derniers épisodes de l'année 2000, c'était 2019, oui aussi, pour Andiamo Ragazzi. Donc Nibali s'était imposé, je l'avais joué en entier pour ceux que le profil intéresse de cette Volta, si vous voulez voir comment est-ce que cette Volta s'est déroulée comme je l'ai déjà joué une fois. C'est un peu aussi ça qui m'a motivé à simuler celle-ci, étant donné que j'avais vraiment aucun objectif de classement général. C'est marrant, Tom Skuins, qui vient comme ça en prendre une, en bon baroudeur également. Et vous verrez un petit peu plus tard, il en prendra une deuxième. Donc un très bon Tom Skuins dans cette Vuelta. Viviani qui continue à ramasser dès lors que c'est accessible à un sprinter. Et Nairo Quintana, suivi de Miguel Angel Lopez. Vous verrez que ce duo va se suivre pas mal de temps en tête de la Vuelta. Donc là, par exemple, étape intéressante sur laquelle les leaders se sont signalés. Quintana gagne devant Nibali. Vous voyez, Nibali, il est encore, il est déjà troisième, pardon, au général, hein, à l'issue de cette étape-là. Donc on voit un peu les gros noms commencer à apparaître à l'issue de l'étape 11. On comprend bien qu'à l'étape 12, ça va encore se jouer au sprint. C'est encore Viviani qui va prendre l'étape. Et puis voilà, vous avez comme ça un déroulé. Regardez l'étape 13. Est-ce qu'il y a du suspense sur l'étape 13? Pas réellement, pas réellement. C'est pas moi qui ai joué, hein, donc ça veut dire qu'en gros l'IA gère encore beaucoup mieux que moi le sprint par Viviani, puisque c'est quasiment victoire automatique, en fait. Victoire quasi systématique pour Viviani. Lopez gagne l'étape 14. Intéressant. Intéressant. Est-ce que ça va provoquer une petite modification au général? C'est Quintana qui reste toujours devant Lopez et Nibali. On a Soler Bardet en embuscade, mais c'est pas fini. Là, une étape super importante, hein, l'étape 15, elle est magnifique. C'est les fameux Lagos de Covadonga. Victoire de Lopez, encore une fois,
avec un Roglic qui va se replacer au général et prend du coup place à la sixième position pour Roglic après cette étape-là, une étape 16 qui est encore une fois supra importante et qui annonce une bataille entre les leaders, encore une fois, Quintana, Roglic, Lopez, Bardet. C'est peut-être Nibali qui a pris cher sur cette étape-là, puisqu'il y a désormais un trio qui a changé avec Soler en quatrième position. Et puis vous avez là un contre-la-montre qui devrait aussi faire un petit peu évoluer les choses. Contre-la-montre sur plat de 46 km, Campenarts devant Roglic et Nairo Quintana qui vient quand même, alors là c'est assez prodigieux, faut m'expliquer, prendre une quatrième place sur ce contre-la-montre là. Je sais que Quintana n'est pas un mauvais rouleur, mais de là à ce qu'il termine quatrième sur ce type de profil, on va dire qu'il devait avoir une super forme du jour. Voilà, c'est ce que je préfère dire en la matière. Quintana solidifie du coup, devant Lopez, devant Roglic. On est sur une étape ensuite 19 qui semble là encore promise, ah bah tiens, à Viviani. Et on va passer à l'étape 20. L'étape 20, c'est l'étape qui se termine à Bola del Mundo et qui est a priori décisive, même si une 22, est-ce qu'elle va être reprise par Lopez sur Quintana? Non. Donc on retrouve les hommes forts de cette Vuelta, en notant également que la Sky a finalement vu De la Cruz prendre le dessus sur Geraint Thomas. C'est quand même étonnant, la faillite de Geraint Thomas dans ma partie. Je sais, on a déjà discuté avec certains d'entre vous que dans vos parties à vous, souvent Geraint Thomas performe. Mais regardez, ça aurait quand même été incroyable de voir à quel point Geraint Thomas, il a quasiment rien gagné de l'année. Dans cette partie avec la De Koenig, là. Geraint Thomas, chou blanc, quoi. Je crois il a pris quoi? Il a pris le Tour de Colombie, et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc un peu étonné, de voir que en cette fin de saison, il y a dû avoir des gros problèmes de prépa chez Sky, et puis à l'arrivée, il se retrouve vraiment en mauvaise condition, alors qu'il y avait quelque chose à faire pour lui, très clairement. Et c'est, je voulais la jouer, Viviani qui va entériner son maillot du classement par points en gagnant, attendez, j'espère que vous êtes assis, sa 9e victoire d'étape sur cette Vuelta. 9e victoire d'étape. Le général est pour donc Nairo Quintana, Lopez 2e, Roglic 3e vient compléter le podium, Nibali 6e, petite déception, Bardet 8e aussi, c'est un peu une déception. Il va y avoir aussi un petit souci je pense un souci de programmation, de préparation, parce que ça peut pas s'expliquer autrement. Bardet doit pouvoir faire top 5 minimum là-dessus, quoi. Miguel Angel Lopez, meilleur jeune, et donc, l'invraisemblable, on l'a sous les yeux, c'est 9 victoires d'étape pour Viviani, et il nous reste pas mal de choses à aborder. Regardez, on a vu Québec, il reste Montréal, Grand Prix de Wallonie, les championnats du monde, la petite mini-saison de classique, semi-classique italienne, puis Tour de Lombardie et Paris-Tour. Voilà ce que je vais vous proposer maintenant. Donc à Montréal, on a là aussi la chance de pouvoir bénéficier d'un parcours qui est différent de celui qu'on a déjà 1000 fois joué sur Pro Cycling Manager 2018. Merci à la World DB19 d'avoir proposé un programme un profil super intéressant, je trouve. Il est vraiment sympa à jouer là encore. Et puis en plus, moi, à chaque fois que j'ai un nouveau profil, ça me fait plaisir. Je pense que je suis pas le seul. Parce que, du coup, c'est un petit peu comme si on avait remis les compteurs à zéro, parce que je ne connais pas le profil. C'est la première fois que je le joue. Il y a une certaine incertitude, une petite excitation pour voir si on va être capable de s'imposer ou pas. Et voilà, donc c'est vraiment génial. Super moment que ce Grand Prix de Montréal. Donc, on avait vu que Philippe Gilbert avait gagné du côté de Québec. C'était pas sa première victoire. Il a déjà gagné une fois dans sa vie à Québec. Je sais plus en quelle année c'était peut-être en 2011, l'année où il fait une razzia totale. Philippe Gilbert, avec championnat du monde, triplé Ardennais, en veux-tu, en voilà. Donc, là, on se retrouve avec
Eh bien, un final dans lequel Gilbert est l'homme que l'on protège, parce que, très très honnêtement, c'est lui qui est le plus en forme actuellement, donc pourquoi ne pas en profiter. Vous avez vu, tiens, petite apparition de Mas, là encore, à qui j'ai donné quelques petits jours de course pour préparer sa fin de saison, mais sans la moindre importance. Mas, je l'attendrai plus sur le Tour de Lombardie, où il faudra qu'il soit capable de faire face à une défection éventuelle celui qui devrait être notre leader, à savoir Alaphilippe, avec aussi un Bob Jungels en autre alternative. Et puis on va comme ça donc muscler un petit peu la course dans les dernières difficultés pour essayer de voir la façon dont les autres réagissent. On a un Tim Wellens, un Kwiatkowski qui sont là et bien là, Wellens ou Benoît, je ne sais plus d'ailleurs. Et Gilbert va essayer là encore de partir, mais on s'aperçoit que c'est pas évident. On n'a pas réussi à se débarrasser, c'est bien. On n'a pas réussi à se débarrasser de Kwiatkowski notamment. Ça revient également. C'est indécis. Ce Montréal là, il est bien indécis. Donc il va falloir trouver encore autre chose. Et puis je me dis, écoute, ben tant pis, tu vas lancer une grosse accélération avec Henrik Mas. Et on va voir ensuite ce que Philippe Gilbert est capable de faire. Cette grosse accélération, c'est déjà essentiellement pour reprendre l'échappée que l'on aperçoit, qui était, me semble-t-il, David Formolo. Donc voilà la ligne d'arrivée et Philippe Gilbert s'impose, voilà, d'une manière très satisfaisante. Autant pour moi, c'était pas Formolo, c'était Jean Drucker. Je vois que dalle quand je commente. Hein. Faut savoir que j'ai un tout petit écran par rapport à ça, donc il faut que je fasse tout au souvenir. Donc c'est pour ça. Excusez-moi, excusez-moi pour la petite confusion. C'était Jean Drucker, énorme, qui a failli aller se chercher la montre en or et que finalement on reprend. Mine de rien, il était pas loin d'avoir réussi son coup. Hein. Départ dans les derniers kilomètres, etc. Ensuite, le petit Grand Prix de Wallonie, pourquoi bah parce que c'est en Belgique, on est la De Koning Quick Step, et puis que je trouve que c'est intéressant aussi d'emmener quelques éléments. Vous avez vu, il y a Sénéchal, il y a Evenepoel, voilà, il y a aussi les costauds que vous connaissez, il y a aussi Cavagna, voilà, on est allé avec l'idée là, pour le coup, de s'il y a moyen de faire briller Evenepoel, on va pas se gêner. Vous voyez que je l'ai calé dans la roue de Philippe Gilbert. Je fais travailler Stibar. On est dans la dernière difficulté avant la montée vers la citadelle de Namur. Et Stibar fait le boulot. J'appuie pas trop fort pour pas faire trop mal à Evenepoel. Et puis on va voir ce qu'on est capable de faire. On va essayer d'emmener violemment. Elle est sympa cette montée vers la citadelle. Elle est assez sympathique. Donc tout l'enjeu, ça va être de voir jusqu'où est-ce qu'Evenepoel est capable d'être emmené. Et là, quand je vois que par exemple, il n'a plus grand-chose, plus il a perdu position de la roue de Gilbert, et que je vois un Anthony Roux à la gauche, FDJ, je vois Anthony Roux qui a l'air d'être avec de super jambes alors qu'on est au kilomètre, je n'ai plus aucun choix. C'est Philippe Gilbert qui doit s'y coller. Philippe Gilbert qui va donc, mais de pas grand-chose, s'imposer face à Anthony Roux et aller chercher comme ça une nouvelle victoire en ce mois de septembre. Décidément, le petit mois de septembre se passe pas mal pour Philippe Gilbert. On a fait Québec, Montréal, Wallonie. Ok. Ensuite, on passe au championnat du monde avec, pour démarrer, celui de contre-la-montre. Le parcours Ponferrada, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis j'ai pas mal de défections, ce qui fait que je dois aligner Latour, Goujard et Vincent. Voilà, c'est modeste. Hein. C'est modeste, surtout que bah, vous connaissez comme moi les contraintes quand on est entre guillemets directeur sportif d'une équipe. On maîtrise pas du tout la forme, la préparation, niveau de préparation des coureurs qui viennent des autres équipes qu'on a sélectionnées. Alors évidemment, Léo Vincent, il va faire un super temps, mais il y a encore plein de gens qui doivent passer
passer derrière, donc c'est pas encore très très significatif. Alexis Goujard, franchement, ne démérite pas quoi. Il a été super valeureux. Là encore, Vincent et Goujard font de très jolis temps. Mais évidemment, les plus forts, c'est derrière. Et puis, on n'est pas hyper chanceux avec la forme de la tour qui s'est fait littéralement croquer par Vincenzo Nibali dans la montée de ce montée finale de ce chrono. Nibali qui paraît en mesure de s'imposer, il va même mettre plus d'une minute 20 à tout le monde, donc victoire retentissante de Vincenzo Nibali. Il est champion du monde de contre-la-montre. Bah, c'est génial, c'est génial. Et on passe au parcours du contre-la-montre du championnat du monde en ligne qui arrive à Harrogate en 2019 avec un circuit final là, qu'on va parcourir environ 6 ou 7 fois. Et c'est bien modélisé là par quelqu'un de la WorldDB. Alors je vais sélectionner un peu à grand regret, je vais être obligé d'éliminer un roux parce qu'il est blessé. Il y a toujours ces histoires de niveau de préparation qui sont pas optimaux. Regardez Romain Bardet, c'est dommage. C'est dommage. On n'a pas exactement tout ce qu'on voudrait. En plus, je tire un -2 de forme du jour pour Julien Alaphilippe. Donc c'est pas la meilleure nouvelle en ce début de championnat du monde. Néanmoins, j'ai envie de croire en Julien et puis aussi de protéger un Rudy Mollard parce que Rudy Mollard me semble plutôt intéressant dans l'optique où on aurait un coup dur avec Alaphilippe. Donc Rudy Mollard protégé. Si Galopin avait été en meilleure forme, mieux préparé, je l'aurais peut-être protégé parce que je pouvais avoir de l'espoir pour un Tony Galopin sur ce parcours-là. Mais à l'arrivée, je n'ai protégé que Alaphilippe, Bardet et Rudy Mollard. Voilà donc la liste des participants. On voit qu'il y a par exemple un Peter Sagan, il y a Greg Van Avermaet, il y a toute une série, une équipe de Belgique qui est pas vilaine du tout, qui est orientée avec notamment un Yves Lampart. Il y a du monde. Il y a du monde. Maintenant, je trouve pas que la Belgique ait fait les meilleurs choix de coureurs. Godus fait un peu lâcher à un moment donné. C'est dommage parce que il y a durcissement là et vous voyez il y a réduction considérable au bout de 210 bornes. Il y a réduction assez considérable du groupe à l'avant. Godu va réintégrer, mais on est encore, il y a beaucoup de bleus, il y a beaucoup de bleu, blanc, rouge. La France est très bien placée à comme ça 30-35 km de l'arrivée, très bien placée. Et puis incroyable ce qui se produit, chute de Julien Alaphilippe. Chute de Julien Alaphilippe dans un moment super important. Aïe. Ça, c'est vraiment pas une très bonne affaire, surtout que on a même Rudy Mollard qui tombe par là même. Oh, pauvre de nous. Alors, c'est pas vraiment une bonne affaire, surtout que ça roule pas pour revenir. Et puis, du coup, là, dans un premier temps, j'ai arrêté de rouler à l'avant parce que je veux pas éliminer Alaphilippe, qu'il puisse rentrer, quoi. Et puis, il y a deux petites canailles qui qui ont aussi profité de tout ça, là. C'est Sagan et Van Avermaet qui tout de suite ils se sont échappés, ils ont pris 1 minute 20 sur tout le monde. Et on sait que, avec ces deux lascars, 1 minute 20, ça peut se conserver avec deux types de cette qualité-là. Donc, si ça collabore parfaitement, ça va au bout, et nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer, et cette chute à déplorer, et du coup, je fais rouler comme un malade. Je vais dépouiller mes gars, peut-être plus que ce que je ne l'aurais fait s'il n'y avait pas eu l'échappée. Van Avermaet, vous voyez en bas, Van Avermaet qui attaque Sagan dans le même temps que nous, on est en train d'essayer de faire donc l'effort max, mais l'avance chute très peu, on est toujours au-dessus de la minute. Là, il y a l'Australie qui va nous aider. L'Australie de Michael Matthews, c'est vrai qu'il peut avoir de vraies ambitions sur ce circuit-là. Il y a aussi la Belgique qui va collaborer. Il y a l'Italie aussi. L'Italie dont visiblement le leader est Vincenzo Nibali sur ce profil-là. Mais après tout,
ça peut avoir du sens parce que Nibali, on sait qu'il est capable de tellement de choses. Donc l'Italie, l'Australie et la France vont finir par récupérer GVA et Sagan. Ouais, la Belgique n'a pas roulé sur ce coup-là. C'était tout à l'heure qu'ils avaient beaucoup roulé, quand il y avait encore une échappée, mais avec GVA dans l'échappée, évidemment, qu'il n'avait pas roulé. Et puis là, on va essayer de muscler le truc à fond. Vous voyez que les Belges sont de nouveau présents aux avant-postes, avec GVA qui s'est fait reprendre. Rudy Mollard, qui a gardé finalement pas mal de force, va être chargé d'essayer de mettre sur orbite un Julien Alaphilippe, et puis ça se regarde. J'en ai marre de faire les efforts pour tout le monde. Retour de Bardet et Goujard, et qui vont du coup accélérer le tempo, et après je me dis, allez, tu lances. Tu lances avec Mollard, avec un Alaphilippe qui doit profiter de, entre guillemets, l'aspiration, même si c'est pas visuellement très très évident, et victoire de Julien Alaphilippe au sprint devant Vincenzo Nibali et Peter Sagan. Quel trio, quel trio exceptionnel pour ce championnat du monde. Julien Alaphilippe est le nouveau champion du monde 2019. Et puis, dis-moi qui tu bats et je te dirai qui tu es. Vous avez vu, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On regarde les 5-6 premiers, y a du pédigré. Et alors, du coup, ça méritait quand même un petit retour là-dessus, pour constater que, bah ouais, on avait cette chute-là, mais vraiment, qui aurait pu nous faire passer à côté du rêve arc-en-ciel, puisque, voilà, je vous ai dit, j'ai arrêté de rouler. À peine à la Philips est tombée, j'ai arrêté de rouler. Mais après, j'ai vu l'écart qui grandissait entre le groupe à l'avant et les échappés Van Avermaet et Sagan. Je me suis dit, mais jamais de la vie tu peux arrêter de rouler trop longtemps, parce que il faut qu'à la Philippe ça rentre par les efforts de d'autres équipes, parce qu'il y en a d'autres qui ont chuté. Il y a d'autres équipes qui voulaient ramener des gens sur le groupe à l'avant, et j'ai fait ce pari là en fait. J'ai fait ce pari de dire, tant pis, tu continues à rouler à l'avant, parce qu'il faut à tout prix maintenir l'écart avec Van Avermaet et Sagan. Si ça monte à 2 minutes, là pour le coup, ce sera vraiment terminé. Et puis voilà. Et puis au final, on a eu de la chance, parce que ça n'a pas trop pris d'avance sur Alaphilippe, le groupe de poursuivants, des deux échappés. Là, on voit par exemple certains qui s'avouent vaincus, notamment les Danois, un Gilbert qui avait chuté, un Youngles aussi qui avait été pris dans la chute, et qui du coup se sont fait distancer, alors ils avaient tous les moyens. Les deux là avaient les moyens d'être dans le final, il n'y avait aucun problème. Philippe Gilbert pouvait totalement être champion du monde. Si j'avais eu la Belgique là sur ce championnat du monde, je peux vous dire que j'aurais emmené probablement Gilbert ou Lampart à Dame, parce qu'il y avait. Mais bon, Alaphilippe aurait été probablement très très dur à battre, peut-être même un GVA. Pu jouer la carte Van Avermaet. Mais quoi qu'il en soit, regardez, il y a ce petit moment d'atermoiement, parce que j'en ai marre de rouler pour les autres. Du coup, Nibali revient. Alors que Nibali, si on continuait à rouler, Nibali, on n'en parlait plus. Et ouais, c'est parfois ça le truc. Quand vous ramenez des types, ils peuvent ensuite jouer un rôle qu'on pouvait pas forcément imaginer à la base. Et après, pour Alaphilippe, regardez, c'est quand même pas très net. C'est là que le -2 de forme du jour a dû jouer vraiment son rôle. C'est que il a vraiment toutes les peines du monde à s'imposer au sprint face à Vincenzo Nibali, qui est pas le coureur le plus rapide, ni même le coureur le plus le plus fort au sprint, mais ou doté de la meilleure accélération. Mais voilà, donc on a pris ce championnat du monde, c'est tout ce qu'on va retenir, même si ça n'aura pas été facile. C'est dommage que la vue d'hélico, par moment, elle soit à ce point-là floutée. C'est quelque chose qu'on peut vraiment regretter, parce que sinon on pourrait avoir vraiment un super angle de vue pour pas mal d'arrivées comme ça, pas mal de phases de course. Mais voilà, c'est pas le cas. Et donc, Galopin en termine, etc. On a tous nos gars qui ont bien œuvré. Ça aurait été vraiment une victoire hyper collective, un peu dans l'esprit, je dirais, de ce qu'on avait entrevu au championnat du monde d'Innsbruck, où
on avait vu une équipe de France que j'avais trouvée excessivement solidaire, concentrée sur ses objectifs et vraiment euh, remarquable. C'est juste dommage que ça n'ait pas été couronné du titre mondial, mais à Innsbruck en 2018, l'équipe de France, chapeau bas pour la façon de courir. Si Alaphilippe avait eu les jambes, je pense que ça y allait. Hein. Donc voilà. Ensuite, on descend largement en catégorie. Je vous avais dit que je voulais essayer de faire plaisir à Remco Evenepoel, et donc on est sur le Giro dell'Emilia. On est sur donc une épreuve qui fait partie de toutes ces semi-classiques de la saison automnale en Italie. Hein. Et donc, j'ai emmené de gros équipiers pour Evenepoel. On va voir s'il est capable ou pas de tenir encore une fois le coup quand les choses vont se durcir. Hein. C'est vraiment tout ça l'enjeu. Et puis, donc, ce dont on va s'apercevoir, c'est que malheureusement, regardez, je suis obligé quand même de reprendre, de prendre un peu de vitesse parce qu'il y a notamment Dan Martin qui est bien présent et là, Evenepoel il lâche. Ah là là, dommage. Du coup, quand Evenepoel lâche, écoutez, j'envoie Julien Alaphilippe pour aller étreiner son nouveau maillot de champion du monde. Je l'envoie pour aller chercher cette victoire parce que honnêtement, je me voyais pas non plus à rester là à regarder. Et puis Evenepoel, il n'était pas en capacité. Il faut croire qu'il faut encore être patient. Evenepoel 14e sur ce Giro dell'Emilia. Voilà, on va continuer avec le Grand Premio Bruno Beghelli. Là encore, une équipe qui est dévouée à l'ami Remco pour essayer. Mais le profil, il n'est pas supra favorable à Evenepoel parce que Evenepoel, il a quelques failles, alors que là, je tente une échappée. On tente d'y aller au panache. On tente d'y aller au panache. On a un peu provoqué l'échappée avec les équipiers là. Evenepoel, il a des notes, des caractéristiques là qui sont pas encore assez abouties. C'est pénible. Il a notamment un pauvre 52 au sprint, quoi. Mais je rêve. 52, ça veut dire qu'il va aussi vite que ma grand-mère. Euh, bon, ok. Et puis derrière, il a aussi une note en accélération qui est pas géniale. Et puis surtout, note super importante, la résistance à l'effort. Il est encore à 68 à ce stade-là en résistance à l'effort. Et donc son petit 72 en vallon, son petit 72 MO, euh, ça pèse pas grand chose dès lors qu'on commence à être dans des efforts intenses. Et donc, sur ce Grand Premio, là, Bruno Beghelli, là, j'ai rien pu faire. Surtout que j'avais pas pris à la Philippe parce que on compte nos jours de course. Hein. On économise la bestiole avant le Tour de Lombardie, bien évidemment. Donc c'est un petit coup à la Philippe, un petit coup Young Girls, un petit coup aucun des deux. Vous avez pas vu masse non plus, comme par hasard. On les garde au chaud. On rajoute pas des jours de course inutiles. Et là, on est sur les Trevali Varesine. Donc là, c'est avec carrément un encadrement série Vacoq, notamment avec Richiese de Venins, pardon, et voilà. Bon. Donc là encore, on essaie de provoquer un peu les choses. On a toujours plus ou moins la même adversité. C'est-à-dire qu'il y a une Dimension Data qui est composée de Valgren, de Bossenhagen. Il y a un Jesper Stuyven pour la Trek qui est présent. Avant, on le verra plus tard, de changer d'équipe. Il y a Mats Pedersen. Il y a comme ça des coureurs qui sont pas. Il y a Yonis Aguirre, voilà. Il y a pas des coureurs dont on peut vraiment se dire oh là là, on va se faire ouvrir. Il y a Dan Martin aussi, il y a Sergio Luis Henao de la UAE Emirates. Donc il y a des très bons coureurs. Henao, on a réussi à le reprendre et là je suis plein d'espoir. Il y a de très bons coureurs, des valeurs sûres du World Tour, bien évidemment. Mais on a toujours un peu la possibilité de se dire allez, sur un malentendu et deux faux témoins, on peut y aller quoi.
on peut y aller. Ben, en fait, on va s'apercevoir qu'on va pas y aller du tout. C'est Sergio Luis Henao qui va la prendre, avec Bataglin aussi, là, comme ça, qui vient faire une place. Non, il n'y avait pas grand-chose à faire à cause de la faiblesse au niveau du sprint, la faiblesse en accélération. À partir du moment où je n'arrive pas à échapper Evenepoel et à ce qu'il termine solo ou comme ça, quoi, et ben en fait, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Donc, allez, c'est pas grave. On va maintenant aller sur un autre type de profil, c'est Milano-Torino, avec, on sait, un final sur lequel tout se joue. Là, j'emmène des Cadors, par contre, parce que Milano-Torino, c'est pour moi une course qui a du prestige. C'est que, entre guillemets, c'est seulement un HC, mais n'empêche que, pour moi, ça se galvaude pas. J'ai envie de prendre. Donc, à partir de là, on y va toujours avec l'ami Remco dans la tête, mais en se disant, s'il y a défaillance, s'il y a défaillance, mon grand, on enverra quelqu'un d'autre. Et défaillance, il y a. Et défaillance, il y a. On se rend compte aussi qu'on n'a pas joué vraiment de chance sur ce Milano-Torino, parce que je l'avais mis comme objectif de Evenepoel. D'accord? Je l'avais mis troisième objectif de l'année, c'était Milano-Torino. Donc, il y avait déjà le bonus objectif. Derrière, il y avait pic de forme, qui a été atteint juste avant Milano-Torino. Donc, pic de forme plus objectif, pour dire qu'à l'arrivée, on a un petit plus 2, quoi. C'est-à-dire que autant vous rechargez là, vous rechargez et vous obtenez peut-être un plus 5. Hein. Et autant avec le plus 5, peut-être qu'on n'est plus en train de discuter de la même façon. Hein. Mais quoi qu'il en soit, trop dur pour Remco. Trop dur pour Remco, du coup, bon ben, Mas, Youngles, Alaphilippe. Je dis trop dur pour Remco dans le sens où je suis quand même obligé de durcir, parce que sinon, il y a des gens qui peuvent nous jouer un mauvais tour. Quoi. Je pense là en particulier à Dan Martin, mais également à Michael Valgren, qui est juste ébouriffant. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans cette même partie du comportement de Valgren. Je crois que ça avait été sur le Dauphiné déjà, et puis dans un deuxième temps surtout sur le Tour de France, où Valgren il avait un petit 73 en montagne ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas à la limite, hein. Mais avec cette note-là, il arrivait à de nombreuses fois, il arrivait au sommet dans les top 10, quoi. Hein. Et là, bah, c'est pareil, sur Milano-Torino, un Valgren en état de grâce qui vient comme ça prendre une troisième place. Honnêtement, c'est pas là-dessus que j'attendais le plus Michael Valgren, mais bon, voilà. Et on arrive donc, après Milano-Torino, on arrive au Tour de Lombardie, profil 2018. On est donc sur quelque chose de relativement classique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a classique au sens, pas au sens historique des dernières années, mais au sens où, il muro di Sormano, il y est là, hein, il est présent, hein, classique par rapport à ce qu'on va avoir cette année, et puis par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière, et qu'on a eu depuis quelques années, à part 2016, quoi. Hein. 2016, il y avait un parcours particulier, c'était une année un petit peu exceptionnelle. Mais sinon, ils y reviennent, hein, ils reviennent à leur mur de Sormano, donc voilà, c'est un juge de paix. C'est un juge de paix. Alors, regardez, c'est là qu'on va à gauche pour prendre le mur, alors que sinon on irait à droite. Voilà. Si on s'était contenté de la Colma di Sormano. Et donc, des pourcentages affolants. On va rentrer là dans pas longtemps, dans quelques centaines de mètres, on va rentrer dans les 20%, hein, on le sait. Il y a donc difficulté absolue. C'est Gianni Moscon hein, qu'on aperçoit avec le maillot de champion d'Italie. Je fais travailler Youngles, je fais travailler Mas, puisque derrière nos équipiers, les pauvres, ils sont cramoisis. Et par contre, il y en a trois qui sont pas mal du tout, c'est Youngles, Alaphilippe et Mas. Puis en fait, phénomène rare, mais voilà, qui est arrivé donc, dans cette course, il n'y a pas eu réellement de sélection dans le mur de Sormano. Ça, c'est quelque chose qui est assez stupéfiant. Regardez comme ça va revenir. Il y a eu une sélection, certes, on est sorti à 5, mais c'était qu'en apparence, puisque
On a eu beau sortir à 5, en fait, ça s'est reconstitué très 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 rapidement dans la descente. Regardez là, on est déjà à presque 40. Et puis surtout, sur le plat pour aller vers le Civiglio, bah en fait, ça va arrêter de rouler. Et moi, comprenez bien qu'avec Young Girls, donc il y a Seri qui est rentré, et là en dernier lieu, Vakoch, avec, au départ, avec Young Girls, Mas, Alaphilippe, j'ai pas envie d'en sacrifier un pour rouler, j'en ai rien à faire. Parce que je sais que la sélection, moi je peux la faire dès que ça va remonter. Donc j'ai aucun intérêt à rouler pour empêcher que ça rentre de l'arrière. Et comme aucune autre équipe ne l'a fait, eh ben c'est rentré. Voilà, tout bêtement. Et donc on est obligé quelque part de refaire une sélection dans le Civiglio. Et donc en prenant quand même garde à ce que la Philippe n'explose pas, quoi, hein, même s'il est en très bonne forme du jour. On sait que Young Girls et Mass sont meilleurs que lui au niveau de la note de montagne. Et la note de montagne, c'est pas seulement une note qui est valable pour la montagne. C'est une note qui est valable à partir du moment où les pourcentages commencent à être d'une certaine valeur. C'est là qu'elle joue. Et à la Philippe, bah, il a son 75 de base, mais il a un joli bonus, hein, vous le voyez en bas à gauche. Je vais tenter de l'échapper dans le Civiglio, dans la fin, là, comme ça, pour essayer de voir. Alors, on sait qu'il y a Kwiatkowski qui est très présent, juste derrière. Après, il y a un regroupement de nouveau qui va s'effectuer avant San Fermo della Battaglia, donc la dernière difficulté du jour. L'image saute parce que mon enregistreur m'a fait péter les plombs, littéralement, de par la manière dont... allez m'expliquer pourquoi. Ça a déconné assez subrepticement, alors que pour pas mal d'autres courses, je n'avais jamais eu le moindre problème. Est-ce que il y a une lourdeur de fichiers? Est-ce qu'il y a peut-être plus de détails vidéo? Je l'ignore. Je l'ignore pour être franc. Toujours est-il qu'on est en haut de San Fermo della Battaglia et que je tente une attaque. Je tente l'attaque. Il y a Davide Formolo qui était avec nous. Pour le coup, c'était vraiment lui cette fois-ci. C'était pas Jean-Pierre Drucker. Et Formolo, j'ai réussi à le distancer dans la descente avec Julien Alaphilippe. Donc Julien Alaphilippe, il nous fait une victoire euh, monumentale obtenue dans la descente de San Fermo della Battaglia. Donc ça, c'est encore un truc qu'on n'avait pas trop vu. Peut-être une seule fois où je crois que j'ai fait ça. Non, même pas. C'était sur un championnat du monde avec l'Auto Soudal, où j'ai Tim Wellens qui s'impose en partant dans la descente finale. Je crois me souvenir que c'était sur Innsbruck, mais c'était à l'époque en difficulté difficile, c'était pas en extrême. Donc je suis assez content de la manière, au-delà du résultat, très content de la manière pour Julien Alaphilippe sur ce Tour de Lombardie. Et puis on va achever le petit passage en revue des courses de fin d'année avec Paris-Tour. Paris-Tour sur lequel j'aligne Hodge, mon sprinter, qui sera l'année prochaine le deuxième meilleur sprinter de l'équipe derrière Jakobsen. Voilà, en tout cas, ils seront tous les deux les deux options au sprint. On a laissé partir Viviani, je rappelle. Viviani qui est quand même présent là, parce que je me dis que si jamais ça tourne mal, bon ben voilà. Et puis, oh la vilaine chute de Yves Lampart, alors que je lui destinais, éventuellement, je lui destinais ce Paris-Tour en costaud, avec un Zdenek Stibar notamment qui pouvait bien l'aider. Vous voyez que par honnêteté, je n'ai pas aligné Philippe Gilbert, étant donné que cette course, Paris-Tour, a lieu le lendemain du Tour de Lombardie. Je considère qu'il est totalement irréaliste d'envoyer Philippe Gilbert, ou tout autre coureur d'ailleurs, sur Paris-Tour qui a fait le Tour de Lombardie la veille. Je considère que là, on est dans la débilité profonde, étant donné que, allez-y, ouais, faites-vous le Tour de Lombardie, et le lendemain, allez sur Paris-Tour, faites 500 bornes en 2 jours, faut pas déconner non plus, surtout avec le trajet, hein, parce que il faut arriver à rallier Chartres. Donc, voilà, j'ai essayé de rester en réalisme, pour le coup, aucun coureur en commun entre Lombardie et Paris-Tour. J'aurais pu envoyer Gilbert tout simplement à Paris-Tour et ne pas l'envoyer en Lombardie, mais en tant que double ancien vainqueur, je me suis dit allez. Et là, après une première banderille de Stibar, c'est Yves Lampart, revenu du Diable Vauvert, qui s'en va avec Greg Van Avermaet, décidément présent le Belge,
dans cette fin d'année. On a notamment derrière un Victor Campenarts pour la Lotto Soudal qui emmène Caleb Ewan dans la roue. Donc avec Stibar, je me suis dit tiens, cale Stibar dans la roue de Ewan. Comme ça, s'ils arrivent à rentrer, eh ben Stibar il rentre. Et peut-être sur un malentendu, il conclut. Non pas que j'ai la prétention de battre Ewan au sprint, mais en partant un peu avant, quelque chose comme ça, bref. Et derrière, devant, pardon, ça tient le coup, hein, Lampard dans la roue de GVA. On voit que c'est pas mal, mais je sens qu'on va se faire reprendre, donc j'amorce moi-même la jonction en me disant, ok, puisque c'est ça, Stibar va emmener Hodge, qui au besoin va emmener Viviani. Et regardez, ce qui est amusant, c'est que Viviani, hop, il s'est fait bloquer. Il s'est fait bloquer, bah du coup c'est Hodge qui conclut devant Caleb Ewan et Arnaud Desmar. Voilà, donc un joli trio de sprinters. Pour une fois, on n'aura pas eu Groenewegen, Gaviria et Viviani, hein, ça aura changé un petit peu. Donc voilà, Paris Tour, Hodge. Bah écoutez, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors quelques bilans. On voit que Alaphilippe termine numéro 1 du classement UCI, suivi par Bob et par Viviani, avec une 8e place, 11e place pour Mas et Gilbert. Voilà, Katowski qui fait pas une vilaine année, Bardet au final qui aura accumulé pas mal de points, et finalement un Nairo Quintana vainqueur de la Vuelta, mais qui n'aura pas glané grand chose d'autre. Ok, donc moi ce que j'aime bien après évidemment c'est aller voter. On est au 21 octobre. Aller voter pour le coureur de l'année. Alors quand même, assez clairement pour moi, le coureur de l'année c'est Julien Alaphilippe. Mais il y a aussi quelqu'un qui a gagné le Tour de France et qui a tapé un énorme coup. C'est Bob Jungels, évidemment. Donc je le place en deuxième position en cette année 2019. Alors après, il faut voir la suite. Vainqueur du Giro, mais qui a performé avec meilleur classement UCI pour moi, ça passe en 3, Henrik Mas. Pour moi, les grands tours, ça compte énormément dans le classement du coureur de l'année, quoi. C'est qui a marqué vraiment l'année. Et derrière, tant pis, je vais mettre un Nairo Quintana parce que pour moi, il gagne la Vuelta. Et ça, déjà, hein, vous voyez, Tour de France, Giro, Vuelta. Et pour ce qui est de la 5e place, j'aurais la tentation de mettre Kwiatkowski, mais Viviani a quand même pris une trentaine de victoires sur l'année en tout, et notamment avec un monument. Donc pour moi, Elia Viviani. Voilà. Après, ce qu'on peut aussi regarder, c'est le récapitulatif des transferts en général, où on a donc voilà, voilà, c'est là. Sagan, qui est passé de chez Bora à CCC. On a Dumoulin qui reste, Gaviria qui reste, Van Avermaet évidemment qui quitte la CCC, il va vers Dimension Data, ainsi que Groenewegen qui va aussi chez Dimension Data. La Jumbo Visma, ils ont gardé Roglic, mais regardez, ils ont pris Elia Viviani. Ok, c'est à noter. Dans le même temps, la Bora, elle a remplacé Sagan, entre guillemets, par Stuyven. Valverde, ça n'a pas bougé. Geraint Thomas non plus. Dan Martin non plus. Rohan Dennis est chez Lotto Soudal, australien. C'est pas, ça a du sens. Ça a du sens. Desmar Pinot, ça bouge pas. Pedersen va gonfler l'écurie Dimension Data. Donc, si on récapitule, il y a Van Avermaet, Groenewegen, Pedersen. C'est pas mal, hein. Ils ont gardé Valgren. Mais ils ont laissé partir Kreuziger. Et puis voilà, en dessous, des petites choses. Mais c'était les principaux transferts qu'on pouvait noter. Et ensuite, j'ai avancé pour voir, bah, évidemment, le résultat du vote, vous vous en doutez. Et le résultat du vote, il est surprenant, c'est que Bob Jungels est élu coureur de l'année. Bah, écoutez, honnêtement, moi j'aurais plutôt vraiment misé sur Alaphilippe.
J'ai essayé de voter honnêtement en plus, hein, juste avant. J'ai pas essayé de voter, sinon j'aurais mis 5 fois de Koenig, quoi. Vous allez dire, tu l'as mis 4 fois, mais en même temps, comment est-ce qu'on pouvait passer à côté? Donc, Bob Jungels, coureur de l'année, bah écoutez, magnifique. Donc, la prime au Tour de France, manifestement, plutôt qu'au championnat du monde au Tour de Lombardie et à Liège, bah pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Viviani avec ses 28 victoires, pas mal, hein, 28 victoires. Il y a quand même 23 pour Alaphilippe. Hein. 28 victoires pour Viviani qui se retrouve sur le podium. Honnêtement, je l'aurais pas mis. J'aurais privilégié, comme je vous disais, un Mas ou un Quintana. Bon, bah écoutez, hein, on va l'accepter. Bob Jungels, il était 5ème du championnat du monde ITT. Et un truc rigolo là que je voulais vous montrer, c'est que parmi les votants, il y a un certain Patrick Chassé. C'est énorme. Patrick Chassé, je crois que vous voyez tous qui c'est, hein. Commentateur sur la chaîne L'équipe. Alors c'est marrant, ils ont pris des noms comme ça de gens, et puis vous pouvez voir le détail des votes et tout, c'est pas une nouveauté, mais je trouve ça toujours amusant. Et puis sinon, au rayon des choses à noter en cette toute fin de saison, vous avez vu, je suis le 2 novembre, hein. Je suis avant d'installer des variants pour passer à l'année d'après. Hein. En fait, il y a un Philippe Gilbert qui a un peu régressé. Aïe aïe aïe, l'obsolescence du Philippe Gilbert, malheureusement, a l'air d'être programmée. Un Lorenz de plus qui, en revanche, lui, vous allez voir juste après, aura un peu fait des progrès depuis qu'on l'a signé. Même si, bon, voilà, pour Gilbert, je suis pas inquiet, je pense que je pourrais quand même arriver à faire des choses sympas. Jacobsen et Hodge qui ont continué à solidifier leur niveau. Voilà, des petites choses par-ci, par-là. Euh, mais l'essentiel, moi, ce que j'attends bientôt, c'est de voir comment est-ce qu'Evenepoel va évoluer. Donc là, j'attends les semaines qui vont venir parce que j'ai vraiment hâte de voir le truc. J'aimerais vraiment arriver à 74 ou peut-être à 76 au début de la Vuelta l'année d'après, quoi. Je suis sûr que c'est jouable. Je suis sûr que c'est jouable en faisant un programme raisonnable et un entraînement adapté. Voilà, donc les petits bilans 2019. J'ai pas mis Guangxi, je pense que vous m'en voudrez pas trop. Euh, Même si j'ai mis la Turquie, j'avais pas de place. Donc je vous dis à bientôt pour un épisode 13 qui sera évidemment le début de saison 2020. Et bon bah d'ici là j'ai un poil de boulot pour préparer, planifier, gna gna gna. Mais ça devrait se faire parce qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude. Installer des variants aussi, c'est vachement important. J'essaierai de mettre du 2019 à gogo euh, pour, euh, pour qu'on soit un peu dans des courses qu'on a pu voir ou qu'on va voir. Bye bye.